Bonsoir à tout le monde, bienvenue à la Maison d'Italie pour qui n'habite pas la Maison d'Italie. Et c'est une soirée importante ce soir parce que après 6 mois de confinement, déconfinement, etc., on peut enfin avoir à nouveau dans cette salle un événement culturel. Nous sommes ravis d'avoir avec nous ce soir Lisa Ginsburg, ravis car je parle aussi au nom du président de la Dante Alighieri, le nouveau président qui ne pouvait pas être là ce soir, il vient d'être nommé, donc il avait notre engagement. Donc Gian Musitelli, ancien ambassadeur, et je parle pour la Dante car Lisa Ginsburg est une fidèle de la Dante, ça fait 2 ans qu'elle a fait des conférences pour nous et cette année, ce sera la 3e année. La première année, il me semble qu'elle a parlé des mots italiens, des paroles italiennes, et l'année qui vient de se terminer, elle a fait un cycle de conférences très intéressantes sur les femmes importantes ou significatives italiennes. Bien sûr, dans les femmes importantes, il y avait sa grand-mère, Natalia Ginsburg, mais elle a parlé de Madame Hack, de la Lady Montalcini, pour arriver jusqu'à la jeune génération de Samantha Cristoforetti, qui est une astronaute, comme vous le savez, et je sais qu'elle est parmi les candidates pour aller dans la Lune peut-être dans 1 ou 2 ans. Donc voilà. Ce soir, la situation est heureuse car elle nous présentera son nouveau roman qui vient de sortir, il me semble, vient de sortir. Et pour l'interviewer et pour faire aussi des commentaires sur le roman, nous avons Paolo Romani, qui est le président de l'Italien Direct et aussi vice-président de la Dante Alighieri, du comité de Paris, qui introduira la séance. Et nous avons puis René De Ceccati, qui est un traducteur, non seulement un spécialiste de la littérature italienne très reconnu, et donc nous le remercions beaucoup d'être avec nous ce soir. Donc voilà, je passe la parole à Paolo Romani qui va animer la soirée, et bonne séance à tout le monde. Alors nous sommes en effet très heureux de vous présenter ce soir le dernier livre de Lisa Ginsburg, ainsi que Roberto Giacone vous l'a dit. Les adhérents et les étudiants de la Dante Alighieri la connaissent très très bien à cause de ces 2 cycles de conférences et d'un 3e qui va arriver bientôt. Alors, Lisa Ginsburg est une traductrice, journaliste, essayiste. Elle a donc des activités multiples. Et il y a 2 ans, elle a publié un livre très intéressant qui s'appelle Pura Invenzione, 12 variations sur Frankenstein. Je dis que c'est très intéressant parce que vraiment, il y a une sorte d'identification entre l'auteur et Mary Shelley, qui est l'écrivaine anglaise qui, il y a 2 siècles, avait inventé Frankenstein. Donc, elle est non seulement essayiste, mais aussi auteure de romans, l'un desquels, Père Amour, a été traduit en français par Martin Rueff et publié l'année dernière sous le titre « Au pays qui te ressemble ». Ce soir, Lisa est venue présenter Carapace, publié par la maison d'édition Ponte alle Grazie. Et dans ce livre, elle reprend les thèmes qui lui sont chers, c'est-à-dire les voyages, l'exil, le déracinement. Le personnage principal de Carapace, qui s'appelle Maddalena, est l'épouse d'un diplomate français avec 2 enfants. Elle vit à Paris, mais elle a un très très fort lien qu'elle entretient avec sa sœur Nina qui vit à New York. Il y a un échange continuel et très intense de WhatsApp entre les 2 sœurs, et seulement Maddalena,
elle est prise soudainement par l'envie de retourner en Italie, la ville dans laquelle elle a grandi, et à partir de ce moment-là, se ressuscitent en elle les souvenirs de l'enfance, surtout les souvenirs de ce qui peut être défini sans doute le naufrage d'une famille, la soudaine séparation de ses parents, les deux sœurs qui sont soustraites à la mère, car c'est la mère qui a choisi d'aller vivre avec l'homme qu'elle aime, et alors donc ces deux enfants restent avec le père qui lui-même est tiraillé entre le désespoir, disons, et un désir de vengeance. Enfin, comme dans d'autres de ses livres, dans Carapace, il y a des références autobiographiques. Déjà dans un autre de ses livres, Buongiorno mezzanotte torno a casa, publié il y a 2 ans, Lisa avait raconté son trouble, ses sentiments contrastés entre la vie à Paris et le désir de retourner à Rome, et en quelque sorte l'incapacité de décider. Mais ce sera elle-même qui vous parlera de tout ça, qui vous racontera Carapace. Pour cela, il y aura un dialogue entre elle et René de Secati, qui est écrivain, traducteur, essayiste et éditeur, lui aussi cher à la Dante Alighieri parce qu'il est l'auteur d'une traduction en français de la Divine Comédie. Amoureux de l'Italie et passionné par notre littérature, René de Secati a traduit en français des poèmes de Pétrarque, des romans de Moravia et surtout les œuvres de Pier Paolo Pasolini. C'est aussi un très bon connaisseur du Japon, où il a passé quelques années, et il est l'auteur de traductions des œuvres de Mishima et d'autres écrivains nippons. Il est aussi connu pour les très nombreuses biographies qu'il a publiées, entre autres celles de Pasolini, de Moravia, de Elsa Morante, de Maria Callas, de Marguerite Duras, de Violette Leduc, et j'en passe. Voilà, je pense que j'ai suffisamment parlé, peut-être trop, et je laisse donc la parole aux deux protagonistes de la soirée, non sans avoir adressé à Lisa Ginsburg une première question. Quelle est l'importance de la dimension autobiographique dans vos romans? Bonsoir, voilà. Merci beaucoup d'être venu. Je sais que pour plusieurs de vous, ce n'est pas à côté, donc encore plus merci. Je suis très heureuse d'être de cette soirée. Merci beaucoup à la Dante Alighieri, merci beaucoup René de Secati d'avoir accepté de parler avec moi de ces romans. Alors, il n'y a rien d'autobiographique dans ces romans. Je dois avouer que je ne pense pas qu'il y a des romans autobiographiques, c'est-à-dire que quand c'est un vrai roman, il n'y a rien qui permet de poser la question. C'est-à-dire que bien sûr tout a été transfiguré, mais ce qui compte, c'est dans ces cas surtout, il faut dire que tous les livres que j'ai écrits jusqu'à maintenant, c'est les plus romanesques, sans doute. Et donc pour moi, ce qui compte, c'est un peu l'idée qu'il y a une première image, qui c'est comme une sorte de vision. Et à partir de cette image, dans ces cas-là, c'était Maddalena, l'aînée des deux sœurs, à Paris, qui un soir décide qu'à tout prix, absolument, elle doit rentrer à Rome pour un moment, pas rentrer mais faire un voyage. Decido che assolutamente devo andare a Roma. Je décide que absolument je dois aller à Rome. Et cette phrase est arrivée vraiment, et disons, à partir de cette phrase, tout s'est déclenché. C'est vrai. Donc voilà. Pas d'autobiographie, mais plutôt une image qui, bien sûr, avait à voir avec des thèmes qui m'appartiennent beaucoup, mais en même temps, c'était les fils d'une histoire qui commençait. Voilà.
Bien, et alors, René de Secati, vous avez lu le livre de Lisa, et bon, vous, cet aspect autobiographique ne vous a pas frappé, mais enfin, vous avez peut-être d'autres remarques à faire. Moi, ce qui m'a frappé dans le livre, quand j'ai commencé à le lire, c'est qu'il y a une voix qui est très particulière qu'a Lisa Ginsburg, une voix directe et qui n'est pas du tout construite. C'est-à-dire qu'au départ, on a l'impression, la plupart des romanciers sont très soucieux de caractériser les personnages, et surtout s'ils parlent à la première personne. Or là, la particularité de ce livre, c'est que le sujet n'est pas Maddalena, le sujet est la sœur, Nina. Et on s'en aperçoit évidemment progressivement dans le livre, avant de revenir à Maddalena, parce que tout le voyage que le lecteur va faire, ça va être un portrait de cette sœur qui échappe, qui est fascinante, qui a beaucoup de charme, qui est présentée comme plus jolie que la narratrice, qui est présentée comme frappant tout le monde, qui est présentée comme une personne d'une très grande liberté, alors que la narratrice, au contraire, est prise dans un mariage dans lequel elle n'a pas une entière satisfaction, même si son mari est quelqu'un qui l'aime profondément et qu'elle aime profondément. Et alors on s'aperçoit rapidement qu'il y a une brisure dans le livre. Alors j'ai fait une chose que je fais assez rarement quand je lis les livres. J'ai pris des notes parce que je me suis rendu compte que Lisa Ginsburg donnait des informations très progressives. C'est-à-dire, par exemple, on ne sait pas quel est le prénom de la narratrice rapidement, Nina, on ne sait pas tout de suite quel est le rapport avec la narratrice, ce qui est tout à fait normal, parce que quand on écrit un journal, quand on écrit sur soi-même, on ne veut pas dire ma sœur, mon mari, mes enfants qui s'appellent un tel. Toutes les informations sont données d'une manière extrêmement naturelle, comme quelqu'un qui parle à quelqu'un qu'il connaît très bien. Et la personne qu'il connaît très bien, enfin, la personne que l'auteur connaît très bien, c'est précisément le lecteur. Et c'est ça qui crée dans le livre une intensité très forte, je trouve, parce que nous sommes pris non pas comme le lecteur d'une fiction, mais comme quelqu'un à qui Lisa Ginsburg se confie. Bien sûr, c'est pas sur elle-même, c'est sur son personnage. Et même des détails, le prénom du père, par exemple, il s'appelle Seba. On ne sait pas ce que c'est Seba au début, on se dit mais il est étranger, il est africain, et ce sont des questions qu'on se pose, bien sûr, parce que ce n'est pas un prénom italien. Et puis, au cours du récit, on comprend que c'est un diminutif de Sébastiano, et donc les choses deviennent de plus en plus naturelles. Il y a une autre caractéristique, alors ça m'ennuie de vous donner des détails, parce que le plaisir de la lecture vient en grande partie de la découverte. C'est-à-dire que, par exemple, la mère Gloria est argentine. Et ça va devenir très important dans le livre, mais ce n'est pas dit d'emblée. C'est-à-dire qu'il y a Gloria, on apprend progressivement le prénom de la mère de la narratrice, et le fait qu'elle soit argentine va devenir très très important dans le livre, parce qu'il va y avoir un personnage argentin qui va surgir, et qu'on va découvrir que la narratrice a besoin d'aller à Rome, mais pas uniquement d'aller à Rome. En réalité, elle a besoin d'aller toujours ailleurs. Et donc il y a 3 lieux dans le livre. Il y a Rome, bien sûr, qui est le lieu où l'action va finir par se passer, mais où elle ne se passe pas tout de suite, puisqu'au début, on est à Paris. À Paris, pas tout à fait, parce que, comme l'a dit monsieur, il y a constamment des WhatsApp qui arrivent de New York, et donc on est à New York constamment, et New York va devenir très vivant dans le livre, avant même, on n'y sera jamais à New York. C'est-à-dire que les personnages n'y sont jamais, c'est simplement Nina qui est là-bas. Et New York va devenir très très présent. Il y a des détails, et ça me frappe toujours dans les romans, quand il y a des détails qui rendent incroyablement vivants les lieux. Par exemple, Nina raconte qu'elle fait du jogging à Brooklyn, dans un parc. Et si Lisa Ginsburg avait décidé de décrire un personnage en train de faire du jogging à
à Brooklyn, ça aurait été nécessairement artificiel et laborieux. Or, comme ça arrive simplement par information, comme ça, à travers le WhatsApp, ça a une réalité romanesque beaucoup plus forte. Et c'est toujours comme ça que le livre progresse. C'est-à-dire que, on a dit que en revenant à Rome, évidemment, c'est toute l'enfance qui va revenir. Une enfance dans deux lieux, parce qu'avant Rome, il y a la campagne, et puis peu à peu, ça va être la ville de Rome, qui est d'ailleurs présentée comme un moment de déchirure pour les deux petites filles, parce que les deux petites filles débarquent à Rome au moment où les parents se séparent, et donc où elles arrivent dans une ville étrangère, enfin une ville qui est étrangère à leur enfance. Et ça aussi, je trouve que c'est fait d'une manière très très forte. Rome est une des villes, je parle d'expérience, est une des villes les plus difficiles à décrire dans un roman. Je me suis aperçu qu'il y avait très peu d'écrivains, à part Moravia, El Savorante et Pasolini, mais il y a très peu d'écrivains pour qui Rome est très fortement présent. Et ce n'est pas une Rome ordinaire d'ailleurs. La Rome que vous décrivez, Lisa, c'est la Villa Doria Pamphili. Bon, ce sont quelques lieux qui vous sont extrêmement familiers, ou des lieux où les personnages vont. Il y a des condotti, bon, il y a des lieux connus, mais qui sont toujours liés très précisément aux personnages. Il n'y a pas un lieu qui apparaît comme un simple décor, mais comme je disais pour le parc de Brooklyn, c'est toujours lié profondément à la définition des personnages. Et c'est pour ça que le livre est extrêmement frappant. C'est-à-dire que ce qui pourrait être qu'une confidence familiale, une jeune femme qui est à un moment charnière de sa vie, elle a des enfants qui sont encore jeunes, mais qui commencent à se détacher d'elle, elle s'aperçoit que des problèmes de son enfance n'ont pas été résolus, ce qui pourrait être un livre uniquement psychologique, et en même temps un livre qui réfléchit profondément à la fiction, c'est-à-dire comment on peut décrire les lieux, comment des personnages sont inscrits dans des lieux, comment ils évoluent dans ces lieux. Et c'est ça qui donne une grande force au livre. Et moi, je ne suis pas, même si j'ai lu et traduit beaucoup de romans, je ne suis pas un très bon lecteur de romans. Parce que très souvent, les intrigues m'ennuient. Et elles m'ennuient parce que justement, je sens l'artifice dans beaucoup de romans. Et là, on ne sent pas du tout l'artifice. C'est pour ça que je dis que la question que vous avez posée était tout à fait naturelle. Parce que quand on entre dans une histoire et qu'on ne sent pas l'artifice, on se dit, ça, c'est la vie de l'auteur, nécessairement. Et non, ça peut ne pas être du tout. D'ailleurs, il y a beaucoup de témoignages directs qui racontent une vie et qui n'ont pas de force, qui n'ont pas de présence, qui n'ont pas de vie. Alors qu'il y a des fictions qui ont cette force. Alors, bien sûr, moi aussi, j'aurais beaucoup de questions à poser, mais une des questions premières que j'aimerais vous poser, c'est comment, vous avez dit que vous êtes parti d'une phrase, bon, cette phrase du besoin d'aller à Rome, mais comment le livre s'est structuré? Parce que c'était très délicat, vous savez, pour être moi-même éditeur, je sais combien les éditeurs aiment que les choses soient claires, qu'on sache exactement où on va. Et donc, là, vous avez tenté quelque chose, et vous avez réussi, pas seulement tenté, mais réussi, de raconter une histoire en courant le risque d'être au début obscur, alors que vous ne l'êtes pas. En réalité, le livre n'est pas obscur. Mais il y a beaucoup de détails qui ne sont pas donnés. C'est-à-dire que par exemple, le métier du père, il est photographe de mariage, qui est un métier important dans l'intrigue, puisqu'il a raté son mariage. Mais il va passer son temps à photographier les mariages et donner pratiquement à la moitié du livre. On se demande, mais qu'est-ce qu'il fait ce père? Et parce qu'il est important, puisque le personnage de Maddalena se remémore son enfance. On voit le père partir, il part, on ne sait pas pourquoi il part régulièrement, il va faire des reportages de mariage. Et le fait que ce soit donné tardivement dans le livre, en fait, donne beaucoup de force. De même que, comme je vous disais, le fait que l'on sait que Gloria
est argentine, on l'apprend tardivement, est aussi important. Parce que on sait que ces différents détails vont aboutir à quelque chose de frappant. De même, le personnage de Nina. Alors je voudrais savoir, d'une part, comment vous avez structuré le livre. Est-ce que vous avez suivi simplement la narration telle qu'elle se présentait à vous, et est-ce que vous avez été consciente de ce que je viens de dire, c'est-à-dire de donner des détails très progressivement, comme ça arrive dans la vie d'ailleurs, hein, puisque quand on rencontre quelqu'un, il ne va pas vous raconter la totalité de sa vie et tous les détails, et le nom de son père et le métier de sa mère, etc. Donc, comment vous avez fait? Ce que vous avez dit au début, c'est-à-dire qu'il y a un regard de la sœur aînée projeté sur la deuxième, sur sa sœur. Madeleine regarde Nina. Et je pense que du point de vue peut-être de la construction, c'était aussi, au-delà de la phrase que je vous ai citée, qui a été un départ pour moi d'un point de vue presque sonore, c'est-à-dire une phrase qui vraiment a surgi dans ma tête et je l'ai suivie, mais d'un point de vue de la structure, c'était, disons, mon ambition, on peut l'appeler comme ça, c'était de décrire la relation entre deux sœurs, où, disons, il y a un jeu de rôle assez clair au premier regard, c'est-à-dire un peu Léa et Rachel du livre de la Genèse, une partition de rôle de ces genres, c'est-à-dire une sœur qui est posée, sage, avisée, mais aussi qui se contrôle tout le temps, et une autre qui est explosive, qui s'exprime dès qu'elle veut, d'une manière même excessive. Alors il y avait ce regard de Madeleine sur Nina, un regard complexe parce qu'il nourrit d'envie, d'une petite colère aussi, parce que quand même la sœur qui prend trop de place enlève la possibilité de s'exprimer à l'autre, mais aussi un grand amour. Il y avait l'idée de vouloir essayer de décrire une forte solidarité entre deux sœurs. Donc il y avait un regard au départ. Après, j'apprécie vraiment beaucoup cette lecture qui a vu que les détails arrivent progressivement. Je me retrouve beaucoup. C'est-à-dire que c'est comme si une plasticité du texte est arrivée dans un deuxième temps. Là où, au départ, il y avait des trajectoires psychologiques, et au fur et à mesure que ces trajectoires se dessinaient, il y a eu une géographie, chose très importante pour moi, parce que quand même ça crée la dimension de la distance, qui est une dimension qui, je trouve, toujours même littéraire, dans le sens qu'il y a la nostalgie, l'idée de vouloir arriver avec la pensée là où, dans des lieux, des espaces qui sont lointains, et donc l'effort de rejoindre les lieux avec la pensée, etc. Donc il y a eu la géographie et des personnages qui sont surgis parallèlement à cet ensemble de trajectoires psychologiques. Une relation entre deux sœurs, ça faisait longtemps que j'avais envie d'en écrire, et un grand amour vers une figure de mère absente mais omniprésente. Donc il y avait ces deux dimensions assez féminines qui étaient dans moi, et là c'est comme si les choses se sont étalées, distribuées à partir d'un noyau qui était abstrait, on peut dire. C'est comme si l'intrigue s'est définie après ce positionnement psychologique. Mais le personnage de Nina, évidemment, au début, est plus fascinant que le personnage de Madeleine, parce que Madeleine est quelqu'un qui observe. Alors évidemment, c'est elle qui, malgré tout, va donner toutes les informations, mais Nina est en effet une figure de liberté, et en même temps, elle a un rapport à l'art
puisqu'elle est remarquée, c'est une très jolie fille, donc elle est remarquée par un casting, enfin quelqu'un qui cherche à faire des photos et un film même, et donc elle va être entraînée dans un milieu artistique, et puis à New York elle est galeriste, donc elle s'occupe d'art. Alors que Maddalena se présente comme complètement ancrée dans un monde, disons, terre à terre, un monde prosaïque, mais c'est elle, en réalité, qui va avoir le rapport le plus profond au monde. Et alors ça, bien sûr, le personnage est écrivain, finalement, le personnage lui-même de Maddalena. Donc, c'est quelqu'un qui va dominer, qui en réalité va maîtriser le monde, parce qu'elle a le pouvoir de le décrire. Et c'est un des aspects que je trouve dans le livre particulièrement frappant, parce que le ton est un ton assez parlé, très naturel. Je dois vous faire une confidence, parce que je dois faire bientôt un atelier de traduction. Et alors j'ai choisi des textes dits très difficiles, donc Dante ou Pétrarque, etc., et un texte dit facile, qui serait le vôtre. Merci. Mais en réalité, c'est le contraire, parce que je sais ce qui va se passer. C'est-à-dire que les étudiants ou les élèves vont choisir d'emblée le texte plus proche de nous, c'est-à-dire le vôtre. Et ils vont avoir des difficultés. Ils vont avoir des difficultés parce qu'en réalité, je m'en suis aperçu en le lisant, à haute voix, j'ai pris un passage qui est un des passages les plus apparemment faciles, naturels. C'est le moment où les filles vont arriver à Rome et où leur père leur explique où elles vont vivre. Et donc c'est un moment complètement déchirant dans le livre parce que les petites apprennent tout d'un coup que leur mère finalement les a complètement quittées, qu'elles vont vivre dans un autre environnement. Et il y a 2 pages qui sont qui sont très très belles et où vous avez à la fois le langage de vous, enfin un langage adulte, de quelqu'un qui est en train d'écrire et qui se remémore, et le langage des enfants en même temps, la vision des enfants. Et ça, c'est quelque chose de très difficile à traduire, surtout quand c'est en italien. C'est une des difficultés de la traduction de l'italien vers le français, qui est quand l'auteur a une langue qui est mixte, qui est une des caractéristiques de votre grand-mère, d'ailleurs, de Natalia Gainsbourg, qui est un texte apparemment une langue très très facile, et en réalité on s'aperçoit qu'il y a des nuances qui sont très difficiles à rendre. Et surtout en français, qui est une langue extrêmement rigide. On est prisonnier d'une grammaire extrêmement rigide en français, malgré la proximité avec l'italien. Et j'envie très souvent les écrivains italiens de cette liberté. Et donc ça, c'est une des caractéristiques, alors que bon, les autres textes que j'avais choisis sont des textes d'une difficulté évidente, mais une fois que vous avez le vocabulaire et que vous avez les règles grammaticales de la langue archaïque, en réalité la traduction n'est pas si difficile que ça. Alors que la véritable difficulté, elle est dans le ton, dans la reproduction du ton. Alors j'aimerais que vous disiez comment vous cherchez et trouvez le ton. Quand vous écrivez, par exemple, cette scène, mais il y a beaucoup d'autres scènes, puisqu'on est dans une zone de psychologie extrêmement subtile, puisque le personnage, on voit bien que le personnage découvre elle-même au moment où elle écrit des fêlures qu'elle ne veut pas tout de suite reconnaître, mais qui vont peu à peu apparaître au lecteur. Donc on est dans une zone où on n'est pas dans la confidence directe, on est dans une confidence assez indirecte, mais qui finit par être tout à fait évidente au lecteur. J'ai essayé de revenir aux sensations de l'enfance, qui ont une violence. Quand on est enfant, on sent les choses soudainement, très clairement aussi. Il y a une clarté dans les perceptions enfantines, et même cruelle, je dirais, une clarté même cruelle. Alors je voulais un peu redonner l'ambiance quand on est enfant et on sent les choses nous arrivent, et si on parle entre nous, des enfants,
les dialogues sont sur les mêmes tons, c'est-à-dire il y a quelque chose de direct et en même temps de très nuancé parce que les sentiments ne sont pas gérés. Donc il y avait peut-être l'effort d'arriver, essayer de me souvenir de ces genres d'atmosphère où on a ces sentiments tellement forts et on les partage avec quelqu'un qui est une sœur, donc quelqu'un d'extrêmement intime à nous. Et on les fait, c'est comme un duel un peu des coups de couteau, je ne sais pas. Alors il y avait cette intensité de l'enfance, en même temps la déchirure de l'abandon, quand même. Je ne voudrais pas trop raconter du récit parce que j'espère que vous allez le lire, mais disons, l'abandon, c'est quelque chose qui jette une lumière triste, bien sûr, très mélancolique sur quelqu'un qui se sent abandonné. Donc voilà, c'était de nouveau quelque chose du point de vue de la trajectoire. Et là, j'espère, et je vous remercie beaucoup, mais disons, s'il y a quelque chose dans les styles qui est naturel, c'est à voir peut-être avec l'idée de se repositionner au niveau de l'enfance, la dimension de l'enfance qui après devient adolescence, et après l'âge adulte, mais surtout enfance et adolescence, là où voilà, les mots sont directs et naturels parce que quand même ils ne sont pas vraiment maîtrisés. Oui, mais c'est une des qualités aussi du livre est le fait que le personnage n'intellectualise pas du tout. Elle a une lucidité très grande sur sa sœur, surtout. En fait, elle exerce sa lucidité essentiellement sur sa sœur, qui est totalement ingérable, et qui la met en position, elle lui demande, Nina passe son temps à demander des conseils à Madeleine, mais en donnant très peu d'informations. Donc, évidemment, Madeleine, elle est complètement désemparée, parce qu'elle ne peut pas intervenir sur la vie de sa sœur, surtout qu'elle est à New York, elle n'est pas à Paris. Et donc, c'est terriblement angoissant. Il y a une angoisse qui monte, et on s'aperçoit progressivement qu'en fait, à force d'avoir exercé de la lucidité sur Nina, elle finit par être lucide sur elle-même, mais sur un autre registre. Parce qu'au début du livre, elle est assez directe et même crue sur ses rapports conjugaux, sur le rapport qu'elle a avec ses enfants, comme s'il y avait quelque chose qui était très, très dur au fond en elle. Et puis on va assister à la libération du personnage. Quand elle va à Rome, brusquement, tout va exploser. Peu de temps, mais ça va exploser. Et donc, et on voit que c'est le résultat du livre. Moi, j'aime beaucoup les livres dans lesquels on voit, non pas le travail de l'écrivain, mais la progression. C'est-à-dire que le personnage vit véritablement. Il vit, il est en train d'évoluer. Et qu'il finit par avoir sa vie autonome. Et c'est un peu l'impression que l'on a parce qu'au début, vous avez un personnage qui est vraiment complètement cadré de tous les côtés. Et à part le fait qu'elle n'est pas dans son environnement naturel, puisqu'elle est mariée à un Français, elle est dans un cadre français, et donc on voit bien qu'elle est légèrement décalée. Mais elle fait tout pour que tout soit sous contrôle. Et puis, à Rome, autre chose va se passer quand... Non, je ne vais pas tout raconter, mais elle rencontre donc quelqu'un, elle dit, je suis ici en touriste. Et qui est évidemment difficile. Et en effet, on va voir, on va découvrir, il y a de très belles pages sur le Trastevere, sur une Rome que vous redécouvrez. Et ça, c'est très beau, parce que c'est très difficile quand un écrivain connaît bien une ville et redonne le sentiment de redécouvrir les lieux. Là, c'est la seule chose vraiment autobiographique, c'est-à-dire j'ai quand même une immense nostalgie de Rome, la ville où j'ai grandi, et c'est la ville la plus importante dans ma vie. Et j'y pense beaucoup, plusieurs fois dans la journée. J'habite ici, ça fait désormais 11 ans, mais cette présence
des espaces, des lieux, il y a des coins, des rues qui m'arrivent. Voilà, alors cette dimension, là, bien sûr, c'est l'autobiographie, c'est-à-dire quelqu'un qui est presque obsédé par des images d'espace physique, etc. Mais sinon, bah, oui, c'est un peu la rupture du carapace pour Maddalena, bien sûr. Et en mettant de nouveau, on se plonge un peu dans les nuances d'une relation de sœurs, qui est quelque chose d'assez compliqué. C'est une symbiose, en même temps, dans ces cas-là, disons, empirée, multipliée à cause des événements de la famille. Mais c'est quand même surtout une relation entre deux femmes qui ont besoin de se diversifier l'une de l'autre, tout en restant énormément liées. Quelque chose qui arrive peut-être aussi entre deux frères. Et je me souviens, un des premiers romans que j'ai lu dans ma vie, de Buddenbrook de Thomas Mann, que j'ai relu, je ne sais pas, 4 fois. Et les rapports entre les deux frères, c'était quelque chose qui m'avait bouleversée, parce que quand même dit beaucoup de ce qui est un rapport et ce qui est se libérer l'un l'autre. C'est ça le grand problème entre les frères, les sœurs, même une sœur et un frère. Mais disons, rester unis parce qu'il y a quelque chose de très profond, parfois presque plus profond qu'un lien avec un parent. Parce qu'on est vraiment grandi ensemble, l'enfance, etc. Et en même temps, on doit se séparer. Il y a une séparation nécessaire. Et donc là, quelque chose me poussait à raconter ça aussi. Et tout ça pour dire que de nouveau, l'évolution de ces personnages, Maddalena, est liée à distance avec l'autre évolution de sa sœur. Et elle reste unie tout le temps. Voilà. Alors, ce qui m'a frappé, moi, c'est que, je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression que ces deux sœurs, il y a effectivement un rapport très fort entre elles. Il n'y a pas de jalousie entre les deux sœurs. Ou alors, vraiment, elle est à peine palpable, je veux dire. En tout cas, moi, je n'ai ressenti aucun sentiment de jalousie. Bah oui, c'est vrai, je crois. C'est-à-dire que leur alliance est faite comme ça. Elles jouent comme un peu une pièce de théâtre entre elles, où chacune a son rôle. Après, les rôles vont changer tout au long du roman. Mais sinon, il faut dire aussi, sans trop dire, mais qu'il y a une chose qui les unit particulièrement, et elles sont très dynamiques physiquement. Il y a une dimension sportive qui les lie très fortement. Et ça aussi, c'est une forme presque de communication télépathique à distance. Donc, elles ont eu elles ont eu une réaction dans ce sens qui est la même. Elles ont réagi physiquement. Ça, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup en général, et je voulais écrire ça. Quand même, l'écriture m'a conduit vers ça, c'est-à-dire tout ce qui est notre réaction physique à ce qui nous arrive. Comment le corps réagit, comment nos postures se modifient en relation à des événements de notre vie. Donc, de manière différente, mais toutes les deux, tout dans le dynamisme du corps, une forme de survie. Et ça aussi, dans la distance de leur dialogue, c'est un trait d'union presque indestructible. Donc voilà, les jalousies parfois existent, parce que de toute façon, la sœur plus sage, dans son carapace, etc., se sent parfois bouffée par l'autre, mais en même temps, la solidarité est plus forte. Oui, c'est la solidarité et l'affection qui priment finalement. Et vous avez aussi une autre remarque, très brève. Vous avez parlé de l'importance de la géographie dans ce roman. Est-ce parce que vous-même, vous avez beaucoup voyagé, vous avez vécu par-ci, par-là? Est-ce que la géographie est importante aussi pour vous, personnellement? Ah oui, très. C'est presque une obsession, oui, oui. Comme je disais, je pense beaucoup à l'Italie, des paysages.
récemment, ça m'arrive d'être en Italie et penser à Paris, donc la chose se complique. J'ai écrit un petit livre un peu sur ça, Buongiorno mezzanotte e torno a casa, c'est-à-dire sur cette obsession mentale ici, là-bas, là-bas, ici, etc. Mais pour un roman, la géographie, ça compte beaucoup. D'écrire des rues, des lieux, je trouve que ça donne de la plasticité, de nouveau, c'est important. Quand je lis des livres où il n'y a pas trop de définitions spatiales, je me sens un peu perdue. Donc, disons, ça compte pour moi, mais ça compte pour l'écriture. Et vous, René de Secati, qui également avait beaucoup voyagé, qui avait vécu ici et là, est-ce que la géographie est importante pour vous? Ah oui, oui, bien sûr, je suis tout à fait d'accord avec Lisa, bien sûr, la géographie est fondamentale, et puis surtout, quand on est romancier et traducteur, il est absolument nécessaire d'avoir un rapport avec une autre forme de relation que les êtres humains ont dans d'autres lieux. C'est une des difficultés. D'ailleurs, je voulais vous poser une question sur la langue et sur le fait que bon, vous vivez depuis 11 ans en France, et même si vos livres, en tous les cas si je peux en juger pour celui-ci et le précédent, Per Amore, il y a des personnages français, il y a des phrases françaises, il y a un environnement français. Est-ce que vous avez des difficultés ou est-ce que c'est très naturel pour vous de confronter le monde italien d'où vous venez et le monde français, le mode de vie, c'est-à-dire et aussi est-ce que ça pose un problème en vivant en France, et j'imagine que le français est quand même la langue dominante pour vous dans la vie quotidienne, est-ce que ça pose des problèmes de retourner à la langue italienne et à un environnement italien? Bah, pour la langue, ce n'est pas vrai, parce que j'ai même ici des élèves, parce que j'ai conduit des ateliers d'écriture en italien. Donc je parle, pour le travail, souvent à la Dante Alighieri, je parle en italien. Pour le travail, je parle beaucoup en italien. Bah, moi, je me sens de plus en plus déplacée, c'est compliqué, comme pour tous les gens qui habitent ailleurs. Et dans la longue durée, c'est compliqué au lieu de se simplifier, au moins dans mon cas. C'est vrai que l'écriture en italien, parce que je ne serais jamais, j'ai appris le français toute seule, donc je l'écris très mal, mais même si j'étais capable de les bien écrire, je pense que je ne voudrais pas, parce que quand même, pour moi, écrire dans ma langue, c'est vraiment mon lien avec mon passé. Il y a dans la salle des écrivains qui écrit en français, et n'étant pas français, mais pour moi, ça serait, je crois, impossible. C'est-à-dire que, je ne sais pas, je me sentirais presque de trahir, mais pas la langue, de trahir quelque chose de moi. Donc c'est une forme de fidélité, au-delà de mes capacités réelles à écrire, mais la langue, c'est la forme d'appartenance, la première. Plus que voyager, aller souvent en Italie, continuer à fréquenter l'italien, les mondes italiens, même à Paris, etc., c'est vraiment la langue. Même la langue écrite plus que la langue parlée. Ouais. Et pour vous? Moi, de toute façon, je n'ai pas eu... oui, j'ai écrit italien, c'est vrai, mais j'ai vu quelles étaient les limites. C'est-à-dire que je peux écrire des textes en italien quand ils sont intellectuels, des préfaces, des critiques, mais absolument pas des textes de fiction ou des textes poétiques. C'est impossible parce que c'est une question de registre. C'est-à-dire, malheureusement, le registre des langues est une des choses les plus compliquées à obtenir, et on s'aperçoit parfois je ne parle pas uniquement de l'argot ou de la langue parlée, mais même des nuances de termes, de rapprochement de termes, que si on n'a pas baigné dès l'enfance dans la langue, on n'acquiert pas. On peut acquérir une très grande maîtrise de la grammaire, une très grande maîtrise du vocabulaire et de la compréhension passive, ça oui, il n'y a aucun problème, mais à partir du moment où on doit écrire dans une autre langue que celle qu'on a appris vraiment tout de suite, c'est très très difficile. Je pense que ceux qui ont réussi à devenir complètement bilingues
c'est qu'ils ont fait une démarche psychologique très forte. C'est-à-dire qu'ils ont décidé de recommencer leur vie. Moi j'ai plusieurs amis qui sont de langue autre que le français. J'ai des amis argentins, des amis japonais, des amis chinois qui ont écrit en français et dans une vraiment très très bien. Mais dans tous les cas auxquels je pense, ils ont décidé de refaire leur vie. C'est-à-dire quand ils sont arrivés en France, ils ont dit c'est un autre monde qui commence et ça demande une très grande violence par rapport au pays d'origine. Ouais. Il faut être prêt à avoir un rapport très violent avec le pays d'origine. Pas le renier nécessairement, je ne sais pas d'aller jusqu'à le renier, mais on tourne le dos à quelque chose d'essentiel. Oui. Même peut-être cette histoire que j'ai racontée dans ces romans dit qu'il y a des moments de la vie où la nécessité de revenir à la case départ devient impérative. Et là, il faut rentrer même un petit moment, mais pour que les choses redémarrent vraiment, parfois il faut revenir à la case de départ. Oui. Mais ce que vous faites d'ailleurs, parce que comme l'enfance est très très forte dans le livre, c'est une des grandes qualités du livre, c'est que comme l'enfance n'est pas racontée au début du livre, mais elle est racontée tout au long du livre en fait, puisque ce sont des flashs qui reviennent constamment. Et ce qui est très beau, mais vous venez de le dire en fait, c'est que s'il n'y a pas une jalousie violente entre les filles, en dehors d'une rivalité très naturelle, c'est que ça vient de l'enfance, c'est-à-dire que l'enfance est maintenue constamment en elle. Enfin moi, je peux vous dire d'autant plus volontiers que moi-même j'ai un rapport très fort avec mon frère, et que je m'aperçois que c'est de cet ordre-là. C'est-à-dire même s'il y a des conflits intellectuels ou politiques, peu importe, il y a quelque chose de l'enfance qui est maintenu, qui est ressurgi, et qui fait que la nature du rapport ne peut pas être compris pour quiconque n'a pas eu ce rapport avec un frère ou une sœur, qui est autre chose. Enfin, je pense que tout le monde ici qui a des frères et sœurs le sait. Hein, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui a été très peu raconté dans les romans. Au fond, ce type de rapport est très peu présent dans la plupart des romans. Et c'est une des grandes qualités de votre livre, je trouve, parce que même il y a des scènes violentes dans le livre, et les scènes violentes sont comme tamisées, comme filtrées, parce qu'il n'y a pas de violence chez la narratrice, enfin chez Maddalena, et donc ça permet d'avoir un regard en réalité poétique. Il y a une chose que je voulais vous demander, est-ce que vous avez pensé au cinéma en écrivant le livre? C'est-à-dire, il y a une narration qui, pour les gens qui vont au cinéma, est parfois proche d'un certain cinéma italien actuel, de rapports familiaux. Il y a eu quand même pas mal de films récemment italiens qui décrivent les films d'Ospetec, enfin pas uniquement, hein, mais est-ce que vous avez imaginé, par exemple, que ce livre pourrait devenir un film? Pendant que j'écrivais, non. Maintenant, il est sorti, ça fait 10 jours, un peu 12 jours. Et déjà 3-4 lecteurs m'ont dit « Ah, je vois très bien un film ». Là, j'étais toute flattée parce que bien sûr, ça fait plaisir. Mais non, la réponse c'est que non, je n'ai pas pensé. Même si maintenant, je peux l'imaginer, c'est beau, surtout la géographie, l'idée d'un film qui se déroule dans des endroits différents. Oui, oui. Mais non, pendant l'écriture, je n'avais pas pensé. Par contre, moi aussi, j'ai vu des films très beaux sur des frères. Par exemple, un film de Valeria Golino, qui est sorti en France aussi, je ne me souviens pas les noms, où il y avait un frère malade, l'autre qui l'assiste, très beau. Mais voilà, c'est le premier qui me vient à l'esprit, mais il y en a beaucoup. Mais non, des cinémas, j'aime beaucoup les cinémas, mais ce n'est pas, disons, un langage auquel j'ai pensé pendant que j'ai travaillé à ça. Peut-être je peux lire une petite page en italien, quand même, dobbiamo omaggiare l'italiano. Ouais. Leila è
la sola persona dopo Pierre alla quale abbia raccontato la storia mia e di Nina, di infanzie strappate, vicende di bambini cresciuti lontani dai loro genitori. La cultura di Leila è piena. Ex colonie, le Antille conoscono migrazioni ininterrotte, verso la Francia soprattutto. Partenze che veri espatri non sono, spartendo però con gli espatri il dolore dei commiati, quel difficile intrico di nostalgie e distanze di cui si compone ogni vita che pretenda di ricominciare altrove. Per Leila, insomma, niente di così inaudito nella vicenda di me e Nina bambine. Lo stesso però, al termine della mia confessione, mi sono accorta di averla turbata. Che storia, lo sentivo un buco dietro la tua aria mansueta e disciplinata. Adesso capisco perché. Siamo sedute in un caffè a Jaurès. Dalle vetrate, oltre gli alberi, si intravede il bassin della Villette, persone sedute vicino alla fontana, data la giornata mite. Povera Madeleine, lei la commenta ancora, nella voce una nota di compassione. Madeleine, a Parigi francesizzano il mio nome pronunciandolo per esteso. L'uso del diminutivo avrebbe sottintesa troppa intimità. E meglio così, penso ogni volta, ma di suonerebbe talmente ridicolo. Povera Madeleine, davvero, quanto vuoto dovete aver sentito tu e tua sorella. Sì, ma un vuoto pieno, vorrei dirle e non le dico. Amore ne abbiamo ricevuto, Nina e io, ne siamo state circondate anche nell'anomalia, nonostante l'assurda situazione di crescere avendo i genitori vivi ma lontani. Che lei la si senta in dovere di compiangermi mi infastidisce, ma posso capirlo. Quasi sembra una necessità per lei ripetermi quel povera, e io lascio fare, è un'amica sincera, l'unica vera che abbia a Parigi, non c'è tempo di soffermarsi su sfumature. Grazie. Voilà, bon, s'il n'y a pas d'autres questions ou d'autres interventions, d'autres observations, il me reste à remercier naturellement Lise Guilbault en premier, à la féliciter pour son livre, et puis grand merci à René de Secati qui quand même nous a, il a bien décortiqué votre livre. Magnifiquement, vraiment, merci beaucoup.